Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui, Sarah Kouatli, qui est directrice de mission chez Ofinance pour parler du panorama annuel des pratiques de gouvernance qui est publié par ce cabinet. Sa deuxième édition vient d'être présentée à la presse aujourd'hui et on vous propose aujourd'hui de découvrir le contenu de cette étude, ce panorama très passionnant. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos Merci questions. Alors, on réalise cette vidéo à l'occasion de la publication de ce panorama que je montre à l'écran et que les internautes peuvent retrouver, je pense, sur votre site web Ofinance, n'est-ce pas? C'est la deuxième édition de ce panorama. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie, comment vous avez fait pour le réaliser? Alors, Ofinance accompagne aujourd'hui des émetteurs faisant appel public à l'épargne sur des sujets liés à la déontologie boursière, à la conformité réglementaire, à l'éthique et aussi à la gouvernance. Et, quand on dit gouvernance, c'est tous les sujets liés au fonctionnement, à l'organisation des conseils d'administration, des comités spécialisés, aux sujets liés à l'évaluation du conseil d'administration. Donc nous avons vécu dernièrement pleinement l'entrée en vigueur de ces dernières réformes qui ont été menées par l'AMFC et aussi par le législateur marocain, donc que ce soit au niveau de la loi sur la SA, au niveau de la circulaire de l'AMFC, qui s'inscrivent dans une logique d'amélioration de la transparence et de la confiance au niveau du marché des capitaux marocains et aussi d'amélioration des pratiques de gouvernance de ces émetteurs. Et donc, à chaque fois, donc, les émetteurs nous posaient la question sur ce qui se passe au niveau national et international en termes de gouvernance. Donc, l'idée de faire ce travail est venue du fait qu'on est souvent interpellé sur des thématiques liées à la gouvernance de la part de nos clients émetteurs qui cherchaient toujours à avoir un outil de comparaison et un outil pour pouvoir situer leurs pratiques de gouvernance par rapport à l'évolution du cadre réglementaire et aussi par rapport à ce qui se passe chez les autres émetteurs. Donc nous avons publié la première édition de ce panorama l'année dernière. Oui. Donc c'était un travail, c'était sous forme d'un état des lieux avec des constats, avec une description. Donc cette année, nous lançons la deuxième édition de ce panorama, qui est basé sur plus de 60 critères d'analyse. Et donc, nous avons fait le choix de partager avec le marché les principaux constats. Donc, c'est une étude qui a été faite sur la base de l'ensemble des rapports ESG qui ont été publiés par les émetteurs, qui sont au nombre de 87 rapports sur la base de 92 émetteurs, donc ce qui nous donne un taux de conformité de 95%. Ça veut dire qu'il y a des émetteurs qui n'ont pas publié ce rapport? Oui, il y en a 5. Donc le taux de conformité aujourd'hui, il est de 95%, ce qui est en soi une bonne performance pour ce début d'exercice. Donc la particularité de cette étude est qu'elle est un peu plus étoffée que celle de l'année dernière. Donc elle retrace un peu l'évolution des pratiques de gouvernance par rapport à celles annoncées au niveau des rapports ESG de l'année 2020. Donc, et l'objectif de tout ce travail-là, et de fournir au marché et aux émetteurs un outil de comparaison et un outil d'évaluation des pratiques de gouvernance, que ce soit au niveau national et international. Très bien. Alors, vous analysez, si je me rappelle bien, une soixantaine de critères qui sont passés en revue, des critères de gouvernance, et vous venez d'ailleurs en conférence de presse à l'instant d'en présenter une dizaine ou un peu plus, en tout cas les plus marquants. Est-ce qu'on peut parler des points à retenir de ce panorama cette année? Quels sont les points les plus importants à retenir? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, par rapport à un constat global, donc nous constatons qu'il y a une réelle amélioration des pratiques de gouvernance des émetteurs. Donc l'information qui est communiquée aujourd'hui au niveau des rapports concernant l'organisation et le fonctionnement des organes de gouvernance. Donc quand on dit organes de gouvernance, c'est les conseils d'administration, les conseils de surveillance et aussi les comités spécialisés. Donc elle est de meilleure qualité par rapport à celle de l'année dernière. Là, par exemple, au niveau des quelques rapports, on trouve des informations détaillées par rapport à l'assiduité des administrateurs, par rapport à leur biographie et aussi par rapport à l'ensemble des sujets qui ont été traités au niveau des réunions de ces organes de gouvernance. Ce qui explique qu'aujourd'hui, qu'il y a des émetteurs qui considèrent ce rapport ESG comme un outil stratégique de communication vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Et quand on dit parties prenantes, c'est les actionnaires, les investisseurs, les salariés, qui sont d'ailleurs les premiers lecteurs de ce rapport, l'ensemble des acteurs du marché, les journalistes, les analystes financiers,
qui commencent à s'intéresser de plus en plus à des aspects extra-financiers pour pouvoir faire des évaluations et porter un jugement sur une valeur cotée. Donc, au lieu de rester sur des aspects financiers classiques. Alors, une lecture plutôt positive d'une année à l'autre. Si on rentre un peu plus dans le détail, quels sont les points positifs et négatifs que vous retenez? Je dirais plutôt des points d'amélioration et des éléments qui restent à corriger. Donc, pour les points d'amélioration, j'en citerai 3. Je commencerai par le point lié à la parité, donc à la représentation des femmes au niveau des organes de gouvernance. Donc aujourd'hui, l'analyse de ces différents rapports nous montre qu'il y a une transparence par rapport à cette information. Donc aujourd'hui, on a 93 émetteurs qui ont communiqué sur cette information. Il y a aussi l'information qui concerne la représentation des femmes au niveau du top management qui a un taux aujourd'hui de 35%, ce qui est un indicateur très positif par rapport à ce qui attend les émetteurs dans les années à venir. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, le Maroc a fait un progrès important en faveur de la représentation des femmes dans les organes de gouvernance des sociétés faisant appel public à l'épargne. Donc, et ce, à travers l'entrée en vigueur des nouveaux amendements de la loi sur la SA qui ont introduit des quotas en faveur de la représentation des femmes. Donc, c'est des quotas de 30% à partir de janvier 2024. Et à partir de janvier 2027, donc, les femmes devront représenter un taux de 40%. Très bien. Le tableau est plutôt clair. Maintenant, que se passe-t-il lorsque un émetteur ne respecte pas les dispositions? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Donc, par rapport au sujet lié à la représentation des femmes, donc, il y a une sanction. Donc, aujourd'hui, le texte de la loi sur la SA prévoit une sanction pour les émetteurs qui ne vont pas respecter ces dispositions. Donc, et là, on parle bien de la non-mise en paiement des jetons de présence. Ça veut dire que les émetteurs qui ne seront pas conformes, donc leurs administrateurs ne toucheront pas de jetons de présence. Et donc là, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est plutôt une question d'image, une question de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes, donc vis-à-vis des actionnaires, des investisseurs et surtout vis-à-vis des femmes donc, qui travaillent dans ces entreprises-là. D'autres points positifs que vous avez relevés, à part la parité? Donc, le deuxième point d'amélioration est lié au sujet des comités spécialisés. Et je commencerai par le comité d'audit, qui est aujourd'hui le seul comité obligatoire de par la loi pour les sociétés cotées. Donc aujourd'hui, la totalité des sociétés cotées ont mis en place un comité d'audit, ce qui est un indicateur très positif. Par rapport aux autres comités spécialisés, donc on remarque aujourd'hui au niveau des rapports qu'il y a une diversification des comités qui traitent plusieurs sujets. Donc, par exemple, on trouve des comités RSE, des comités gouvernance, des comités ESG, donc qui s'occupent de toute la partie élaboration du rapport extra-financier, des comités de traitement de l'information privilégiée ou encore des comités d'éthique. Et donc, tous ces éléments-là montrent qu'on est sur le bon chemin par rapport aux années à venir. Donc, le dernier point positif est lié au sujet de la RSE, qui est aujourd'hui un sujet très important. Donc, il faut dire que la crise sanitaire que nous avons vécue en 2020 a causé des perturbations et des conséquences négatives sur le fonctionnement et l'organisation des entreprises. Mais elle a aussi été un vrai accélérateur de prise de conscience et d'intégration des aspects liés à la RSE. Donc, durant cette période-là, les entreprises ont été amenées à gérer des problématiques liées à la survie des entreprises et aussi des problématiques d'ordre social, comme par exemple les conditions de travail, donc le télétravail, la santé des employés et le dialogue avec les parties prenantes internes ou externes, donc les salariés, les actionnaires, les investisseurs. Et donc ce qui montre qu'aujourd'hui, les dirigeants et les actionnaires sont de plus en plus attentifs par rapport à ces aspects-là liés à la RSE. Et donc, à la lecture des différents rapports, on remarque qu'il y a aujourd'hui 80% des émetteurs qui ont communiqué ou qui ont annoncé avoir intégré la RSE dans les questions stratégiques qui sont débattues au niveau des conseils d'administration. Il y a aussi la création des comités RSE
qui est une pratique qui se développe petit à petit au niveau des émetteurs. Mais il faut dire aujourd'hui, avoir un bon rapport ESG de qualité n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, il suffit d'avoir tout d'abord une réelle volonté de la part des dirigeants et des administrateurs, et aussi de mettre en place une bonne organisation interne et un ensemble d'outils et de procédures de collecte et de diffusion d'informations. Et oui, c'est un message important à retenir. L'ESG, c'est d'abord une question de volonté. Quels sont maintenant les points à améliorer pour les émetteurs, les points où ils sont un peu en retard? Donc, pour les points qui restent à améliorer ou à corriger, donc j'en citerai deux. Donc, le premier point est lié aux administrateurs indépendants. Donc, je rappelle que les administrateurs indépendants, au niveau des sociétés cotées sur le marché principal, donc ils doivent être au nombre de 2. Et par rapport aux sociétés qui sont cotées dans le marché alternatif, donc ils doivent avoir un seul membre indépendant au sein de leur conseil d'administration ou conseil de surveillance. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous constatons qu'il y a encore 15 sociétés faisant appel public à l'épargne qui n'ont pas encore nommé des administrateurs indépendants à ce jour. Donc, et là, on est à la deuxième année après l'entrée en vigueur de cette obligation. Et les raisons de cette zone de non-conformité n'est pas expliquée au niveau des rapports. Donc aujourd'hui, le nombre total des administrateurs indépendants, il est de 854, donc avec un taux de femmes qui représente quand même 35%. Donc on a aujourd'hui 35% de mandats d'administrateurs indépendants qui sont représentés par des femmes. Donc le deuxième point est lié à la partie information ou communication sur la rémunération des dirigeants. Oui. Donc aujourd'hui, on a très peu d'émetteurs qui ont communiqué sur cette information, ce qui explique qu'il y a toujours une réticence, il y a un blocage par rapport à cet aspect-là. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un projet de code de bonne gouvernance destiné aux sociétés faisant appel public à l'épargne qui est lancé pour consultation publique en mars 2022 et qui rentrera en vigueur sûrement à la fin de cette année. Donc, il prévoit un certain nombre de recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a une disposition qui est liée à l'information détaillée sur la rémunération des administrateurs et la rémunération des dirigeants. Donc, et là, à partir de l'entrée en vigueur de ce code, donc les émetteurs qui n'appliquent pas une ou plusieurs recommandations prévues, donc ils doivent en expliquer les raisons au niveau de leur rapport ESG, c'est-à-dire que les rapports ESG de l'année prochaine, de l'année 2022, devront comporter un niveau de conformité par rapport à l'application de ces recommandations prévues au niveau du code. Très bien. Mais au-delà de ces explications, que risquent aujourd'hui les émetteurs en matière de sanctions lorsqu'ils ne sont pas en conformité par rapport aux éléments que vous avez cités? Par rapport à ce sujet de sanctions, d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent quand on est avec des émetteurs. Donc, il faut tout d'abord distinguer entre 3 niveaux différents. Donc, il y a tout d'abord les dispositions qui sont prévues par la loi sur la SA. Il y a les dispositions qui sont prévues par la circulaire. Et il y a les recommandations prévues au niveau des codes de bonne gouvernance. Donc, par rapport aux dispositions de la loi sur la SA, là, il y a une sanction plus morale parce que les émetteurs ont des comptes à rendre vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des administrateurs. Et donc là, c'est plus une question d'image et de crédibilité vis-à-vis de ces parties prenantes. Donc, par rapport aux dispositions prévues par la circulaire, l'AMFC est à même de juger la conformité des informations fournies au niveau des rapports ESG et donc de prendre les mesures adéquates vis-à-vis de ces émetteurs qui ne sont pas conformes. Par rapport aux recommandations au niveau des codes de bonne gouvernance, donc là, la non-application d'une ou de plusieurs recommandations donc, expose les émetteurs vis-à-vis des tiers. Donc c'est aussi une question d'image vis-à-vis des investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers, vis-à-vis des actionnaires et l'ensemble des parties prenantes. Donc pour nous, la vraie sanction viendra le jour où les investisseurs institutionnels, donc y compris les OPCVM, vont intégrer dans leurs critères de choix des aspects ou bien des critères liés à la gouvernance
Et là, croyez-moi, donc, ça va être la sanction la plus contraignante et la plus efficace. Les choses se mettent en place, peut-être doucement, lentement, mais en tout cas, Doucement, elles sont en train de se mettre je en dirais place. que c'est une question de temps, d'apprentissage et d'adaptation pour les émetteurs qui n'ont pas encore rodé cet exercice. Et la sanction la plus lourde reste donc, comme vous l'expliquez, la sanction du marché et des parties prenantes. Exactement. Très bien. On va finir sur ces termes. Encore une fois, merci pour vos explications. Merci à vous. Sarah Kouatli, je rappelle que vous êtes directrice de mission chez Ofinance et je rappelle à nos lecteurs qu'ils peuvent retrouver ce panorama sur votre site web, n'est-ce pas, Exactement, avec, il est mis en les ligne au niveau résultats. de notre site web. Très bien, avec les résultats détaillés. Encore une fois, merci. Merci à vous.